peut parler de miracle, puisque tu as, comme moi, la foi. Ouais, c'est un miracle, ouais. Je le prends comme un miracle, c'est inespéré. Ce dossier, depuis 7 ans, est complètement dingue humainement. Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, ça m'a fait vivre des événements que je n'aurais jamais vécu dans mon ancienne vie de trader. Ça m'a fait rencontrer des gens que je n'ai pas rencontrés, que je n'aurais pas rencontrés par ailleurs. Euh, voilà, enfin, tu parles de miracle. J'ai rencontré le Saint-Père, le pape François, l'année dernière. Je pense que dans une autre situation, je n'aurais jamais eu cette occasion-là. C'est des moments qui sont forts, qui m'ont construit, qui ont changé ma façon de voir les choses, ma façon de voir le monde. Euh, donc ouais, si tu veux, depuis cette rencontre avec le Saint-Père, il se passe plein de belles choses. Alors j'ai envie d'y croire, j'y crois. Pourquoi tu tenais absolument à voir le pape? Ah, l'histoire, elle est à la fois drôle et assez dingue. C'était en début d'année dernière, et on venait de se prendre une énième fois un refus d'une mesure d'expertise qu'on demandait depuis 7 ans. Enfin, en l'occurrence, là, c'était 6 ans, pardon. Et j'étais au fond du trou. En fait, une énième fois, on me refusait l'expertise que je devais réclamer à corps et à cri depuis des années et des années. Et donc, j'étais au fond du trou. Et David, en fait, mon avocat, m'écrit en me disant est-ce que ça va? Je dis bof, pas terrible. Il me répond de quoi tu as besoin d'un miracle? Je lui réponds. Il me dit pourquoi tu n'écris pas au pape? Et donc ça a phosphoré pendant le week-end. Je dis après tout, pourquoi pas? Je suis croyant. J'adore ce pape-là. J'adorais ce qu'il dégageait. J'adorais ce qu'il véhiculait. Donc on s'est mis ensemble pour écrire une lettre. Comment on écrit au pape, machin, tout ça. Et on a écrit une lettre. Et s'est posé la question par la suite au fait, on l'envoie où? Et appelle ça un miracle si tu veux ou un signe. Un journaliste suisse qui enquêtait sur le pape arrive à ce moment-là, qui est un ami de David, qui était de passage à Paris, complètement par hasard. Et il rentre dans le bureau, je me souviens toute ma vie. Il dit sur quoi tu bosses en ce moment? Bah, j'écris un bouquin sur le pape. On va se regarder avec David et on dit putain, dingue. Et il dit tu peux nous aider? Est-ce que tu sais où est-ce qu'on écrit? Il me dit bah oui, j'ai tous les contacts qu'il faut. Et donc on fait partir cette lettre-là assez rapidement. Et assez rapidement, on a une invitation pour se rendre place Saint-Pierre à une audience publique en prima fila. Et ça se passe comme ça. Donc, et cette rencontre, moi, m'a totalement bouleversé. Mais quand tu es en face de lui, tu lui dis quoi? Et c'est quelque chose que je garde entre moi, David et lui, à ce moment-là, parce que c'est quelque chose qui est vraiment cher pour moi. C'est mon petit trésor à moi, d'une certaine façon, parce que c'est ça qui m'a remis debout, c'est cette discussion-là qui m'a remis debout. Qu'est-ce qui se dégage de lui? Ah ben moi, j'ai une scène qui est complètement dingue, c'est qu'à un moment donné, il nous prend la main, et j'en ai des frissons à ce moment-là, et enfin, je sais pas, je me sens, ça va faire mystique et complètement fou, mais je me sens revivre à ce moment-là. Et il s'est passé, ouais, je sais pas comment te dire, il s'est passé un truc, et c'est comme si j'avais l'esprit complètement dans le béton avant, et que le béton a explosé. Et on avait j'ai une image en fait qui est assez dingue, on était tous bouleversés par ce moment-là. J'ai un souvenir de David à ce moment-là qui avait les larmes aux yeux, moi aussi. Et puis je réalisais pas complètement ce qui venait de se passer. Je sentais qu'il s'était passé quelque chose d'énorme à l'intérieur, mais j'arrivais pas encore à rassembler tout ça. Il m'a fallu quelques jours pour prendre conscience du changement. Et le mercredi soir, quand on est rentré à l'hôtel, David devait rentrer sur Paris, on devait tous rentrer sur Paris. Il me dit bon, on y va. Je dis bah non, on avait fait un pari. On avait un deal avant, c'est si on rencontre le pape et que ça se produit, parce que pour moi c'était tellement irréel, je rentre à pied. Et donc David est rentré à Paris le soir même, moi je suis resté un petit peu sur Rome, et quelques jours après je partais de Rome à pied pour rejoindre Paris. Et cette aventure-là, je sais pas comment te dire, intérieurement je savais que c'était nécessaire, j'en avais besoin, alors que je suis pas du tout marcheur, moi à l'époque pour faire 100 mètres je prenais un taxi, tu vois. Mais je sentais que j'en avais besoin. Je me suis dit c'est complètement débile, c'est complètement taré, c'est complètement fou, mais je sais que j'en ai besoin. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a vidé des 7 dernières années. Sur le chemin, je me suis mis à parler à mon père qui est décédé. Et puis j'ai réglé tout ça. Voilà, j'ai pris le temps. C'était la première fois que je prenais le temps de digérer un petit peu. Et puis j'ai vécu des moments et des rencontres totalement fabuleuses là-bas sur ces choses. Mais alors justement, toutes ces coïncidences qui n'en sont pas, est-ce que c'est lié au fait que
ce que tu incarnes et ce que tu vis attire vers toi tant de gens qui viennent souvent gratuitement pour former un comité de soutien, ou comme Koubi pour te soutenir corps et âme, alors qu'on lui reproche de vouloir trop montrer sa gueule à la télé, etc. C'est quand même étonnant ce qui t'arrive. Ouais, c'est plein de belles rencontres. Toutes ces dernières années, c'est plein de belles rencontres de gens qui sont extrêmement bienveillants. Effectivement, tous ces gens-là sont là gratuitement. David me défend gratuitement. Richard Amalvi, le président du comité de soutien, est là gratuitement. Il nous aide gratuitement. Voilà, donc c'est plein de bonnes volontés qui se sont agrégées, de gens qui sont regroupés autour d'une cause, qui croient juste. Et ça fait partie des super belles choses de cette aventure, c'est les rencontres humaines. Tu es parfaitement maintenant en droit de demander la révision. Ouais. Est-ce que tu penses on l'a que demandé. tu peux... On l'a demandé il y a 2 semaines. Il y a une chance? Au regard des éléments que j'ai en ma possession et que l'équipe de défense a en sa possession, oui, on juge qu'il y a matière à révision, parce que le témoignage de ce commandant de police est explosif et détruit le socle de l'enquête qui a amené à ma condamnation. Et puis ce qu'elle dit dans son PV est suffisamment grave pour qu'il y ait à tout le moins un nouveau procès, qu'on réexamine tout. Je l'appelle de mes voeux. Maintenant, j'ai tellement vu la justice dysfonctionner depuis 7 ans que je suis sur mes gardes et que je ne considère pas que c'est gagné. J'espère que enfin la justice va fonctionner de façon équitable pour une fois dans ce dossier-là, que ça va arrêter de dérailler. Mais tu es conscient aussi que tu es en face de la Société Générale, une des plus grosses banques de France, et qu'au-dessus, il y a certainement la raison d'État, d'une façon ou d'une autre. Oui. C'est un mur. Nombreux de tes confrères on commence à parler d'affaires d'État. Évidemment que ça en est une, mais en même temps, ce qui est aussi beau, et tu parlais du comité de soutien de David Koubi et son cabinet qui travaille à mes côtés, ce sont aussi des gens qui sont habités par des valeurs de vérité et qui ont une vraie vision et une vraie croyance dans les institutions et qui trouvent que ça devrait fonctionner normalement, et là ça dysfonctionne. Et donc on est dans un combat, effectivement, on a un mur en face de nous, et toutes ces bonnes volontés, ces petites fourmis sont là pour faire exploser ce mur. Et pour qu'enfin, en France, ça fonctionne normalement et qu'il n'y ait pas des dossiers qui soient traités de façon classique et d'autres dossiers qui soient en train de dérailler. Selon que tu sois puissant ou misérable, tu seras jugé d'une façon différente. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti depuis 7 ans, oui, évidemment. J'ai pas le sentiment un quart de seconde d'avoir eu une instruction équitable et un jugement équitable. De nombreux incidents au cours des 7 dernières années de la procédure ont émaillé et m'ont montré que ça déraillait complètement. Donc si tu vas à la révision et que tu gagnes, on pourra dire qu'on a gagné une part de démocratie dans ce pays. Ouais, franchement, ouais, je pense, ouais. Et je pense que ce sera bon pour tout le monde. Et c'est aussi pour ça que je pense, pour reprendre ton expression tout à l'heure, il y a tant de gens qui s'agrègent autour de nous, qui ont pris conscience de ça et qui viennent nous aider. Parce que, indirectement, c'est effectivement un combat pour plus de démocratie. Parce que quand tu mets à jour les fonctionnements des coulisses de ce qui se passe en dessous, et que tu apportes la lumière là-dessus, et que tu mets un coup de projecteur là-dessus, derrière, c'est un peu plus compliqué pour ces personnes-là de procéder. Donc tu casses un peu les codes. Donc, ça, ils n'aiment pas. Hein. Si tu mets un peu plus de lumière dessus, effectivement, ça amènera plus de démocratie, parce que ça dysfonctionne. Et ça pourrait aider des tas d'autres gens dans des tas d'autres affaires qui n'ont pas la chance de connaître Koubi et qui n'ont pas la chance d'être défendus. Tu es conscient de ça aussi? Oui, mais j'ai conscience. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est des rencontres. J'aurais très bien pu ne jamais rencontrer David. Je pense que n'importe quel autre avocat autre que David aurait jeté l'éponge depuis longtemps. On est, après plusieurs condamnations, il est toujours là, à mes côtés, à vouloir défendre ce dossier et à vouloir gagner, parce qu'il y croit, parce qu'entre-temps, on est devenus proches, on est amis, frères, tout ce que tu veux. Voilà, on est comme 2 gars dans une tranchée, avec un comité de soutien derrière qui est de plus en plus gros et plus nombreux, et avec une vraie volonté de ne pas lâcher jusqu'à la fin. Voilà, et ces soutiens-là, aujourd'hui, font que si j'étais tout seul, encore une fois, je pense que je ne serais pas à tes côtés aujourd'hui. Mais fort de cette aventure, parce que tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, est-ce que tu ne peux pas faire, demain, tu seras certainement blanchi, on va te retirer ton bracelet électronique,
Et à l'arrivée, on verra que finalement, tu étais dans l'histoire le lampiste, que les mecs t'ont chargé. En plus, tu faisais pas partie exactement du même monde, si j'ai bien compris, pas les mêmes écoles, pas le même statut social d'une certaine façon que tes chefs. Est-ce que tu vas pas utiliser tout ça pour en faire quelque chose de plus grand? Tu vas faire quoi de ta vie? Déjà, égoïstement, peut-être, dans un premier temps, essayer de me reconstruire, parce que ça a dynamité ma vie, toute cette histoire, ça a dynamité la vie de mes proches. Donc déjà, essayer de faire le point sur tout ce qui s'est passé, parce qu'en fait, je digère petit à petit, j'ai toujours pas digéré certaines choses depuis ces dernières années, je suis encore dedans, je suis encore dans la lessiveuse aujourd'hui. Même si les nouvelles qui arrivent sont de bon augure pour moi, le combat n'est pas fini, loin de là. Et après, mettre à disposition en fait, mes connaissances, mon expérience pour sensibiliser les politiques, les gens qui font la régulation et l'opinion publique, parce que c'est au final eux qui ont le pouvoir entre les mains en élisant les personnes qui votent les lois, sur la nécessité de contrôler un peu plus les banques, parce qu'aujourd'hui, ceux qui mènent le monde, ce sont les banques, c'est pas les gouvernements, ce sont les banques. Donc voilà, mettre au service mon expérience, autant en tant que trader que ce qui s'est passé depuis 7 ans, qui au final me fait voir exactement les mêmes travers, au service des citoyens. À ce sujet, donc, on est en train d'essayer de monter un comité citoyen, une action citoyenne autour de tout ça, de la finance, de décryptage et d'aide aux gens pour qu'ils vivent mieux, pour qu'ils comprennent mieux l'environnement et qu'ils puissent peser plus facilement aussi sur les décisions qui s'imposent. Une grande banque française comme la Société Générale, elle s'est conduite aussi mal que les grandes banques américaines au moment des subprimes? Et toutes les banques ont exactement les mêmes stratégies et les mêmes comportements. Ce n'est pas une question de français, américain, allemand ou je ne sais quoi. Ils ont tous les mêmes stratégies. Donc c'est pas plus immoral aux États-Unis qu'en France, c'est la même immoralité de tous les côtés de l'Atlantique, tout simplement. C'est la stratégie du pognon, quoi. Il faut faire le plus de fric pour être le premier. Donc finalement, l'argent est notre Dieu. Dans ce milieu-là, oui. Et je crois que c'est un peu comme ça que le monde tourne aujourd'hui, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Que les gens se soulèvent pour demander plus de déontologie, d'humanité. Aujourd'hui, je pense que la société, dans son ensemble, manque d'humanité et de fraternité. Enfin, en vrai, moi, ce que j'ai vécu au cours des 7 dernières années, c'est que, et ce que j'ai compris, c'est que liberté, égalité, fraternité, c'était juste ce qui était marqué sur le drapeau, mais ce n'était pas appliqué en France. Et ça m'a fait beaucoup de peine de voir ça. Mais tu n'étais pas un peu naïf au départ? Mais je le suis encore, et je pense que c'est aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi pour ça que je suis encore devant toi aujourd'hui. Je pense que cette naïveté m'a aidé à ne pas m'écrouler. Et j'espère ne jamais la perdre. Il y a eu des moments durs en prison? J'ai passé une nuit assis sur mon lit à regarder les barreaux et j'avais une ceinture et je me suis posé la question si je me la mettais autour de mon cou ou pas. J'avais la ceinture à côté. Ouais, c'est super dur. Évidemment que c'est compliqué d'être dans 9 mètres carrés à l'isolement. Psychologiquement, c'est super dur. C'est violent. C'est violent. Et d'ailleurs, je profite de ton émission pour remercier tous les surveillants qui font un boulot admirable, qui sont souvent décriés, mais qui font juste un boulot admirable. Parce que c'est vraiment compliqué ce qu'ils doivent affronter au quotidien. Mais en même temps, j'ai été très déçu de voir que la mode de gestion des prisons françaises, aujourd'hui, tout ce qui se passe, quand on voit la récidive, quand on voit l'embrigadement de certaines personnes en prison qui se radicalisent en prison, je comprends pourquoi, parce que c'est méga violent. C'est méga violent, on n'est pas suivi, on est livré à soi-même, on n'existe plus, et on est en France. J'ai vu un mec mourir en prison devant moi. C'est la première fois que je voyais un mec mourir devant moi en prison. Voilà. Et ça restera gravé à tout jamais. Le gamin, il avait 25 ans, il était jeune. Tué ou suicidé? Non, il a fait un arrêt cardiaque. Mais... Merci Jérôme. Merci à toi.